Il faut savoir que l'âge moyen de la première confrontation à la pornographie, c'est 9 ans. La pornographie est un mal en soi, c'est une exhibition de l'intimité. À aucun moment, ça peut être bien de consommer du porno. Quand on regarde une personne juste pour sa partie sexuelle, pour son côté sexy et excitant, on n'a rien compris, et sur la sexualité de manière globale, mais sur ce que c'est qu'une personne et ce qu'elle mérite comme respect. Bonjour Anne-Sixtine. Bonjour Claire. Bienvenue sur le podcast Éclat de femme. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet justement où tu es spécialiste, bien sûr, et qui est un sujet pas forcément facile à aborder, mais je pense qui est très important, celui du porno et également de la sexualité. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qui tu es, ton parcours, etc. Alors à la base, j'ai fait des études de philosophie, donc c'était pas du tout prévu que je fasse ce métier. Et en fait, en découvrant la philosophie politique, l'anthropologie, je me suis dit: «Mais en fait, ces sujets d'affectivité, de relations, de sexualité, de couple, on y est confronté en permanence dans les médias. On en parle tout le temps, de manière plus ou moins positive et généralement très négative, Ouais. souvent via des sujets, douloureux. Et donc je me suis dit: «Il y a un vrai enjeu de transmettre des repères». Et donc à la base, je fais ça depuis 10 ans, je suis conseillère en vie affective et sexuelle. Je me suis spécialisée avec une formation en éducation à la vie et puis après avec tout un tas de formations, qui m'ont permis de travailler des sujets spécifiques auxquels j'étais confrontée dans mon quotidien. Donc la question du trauma, la question de la prévention, des violences sexuelles et cetera. Et j'ai un cabinet depuis 10 ans aussi où j'accompagne individuellement et je viens d'obtenir mon diplôme de sexologue et thérapeute de couple. Donc je reçois aussi maintenant, des couples confrontés notamment au porno. J'ai lancé, un groupe de parole sur les questions de pornographie, et des conjointes particulièrement qui sont un peu mises de côté sur ces sujets. Ok. Donc quand tu as un conjoint qui consomme du porno, ça a des conséquences et donc j'accompagne ces femmes-là. Ouais. Voilà, donc mon parcours, j'irais bien les médias aussi, les réseaux sociaux. Oui, d'ailleurs, ton compte Instagram, Anne-Sixtine Conseil, c'est comme ça que aussi je t'ai rencontrée. Donc, allez regarder justement ce compte Instagram qui est hyper bien fourni, où tu détailles justement plein de choses. Pourquoi as-tu décidé de devenir sexologue? En fait, alors la première partie, tu vois, c'était vraiment l'éducation. Je sentais qu'il y avait un besoin de repères chez les jeunes particulièrement et c'était vraiment mon cœur d'éducatrice qui s'était dit: «OK, là, il y a un vrai enjeu de se positionner parce que la société malheureusement n'a pas de repères solides pour vivre quelque chose d'exceptionnel, en fait». Pour vivre, on aspire tous à être heureux dans notre vie, mais Bien heureux sûr. dans nos relations notamment. Et j'avais envie de donner ces repères qui aident à vivre ça. C'est pas magique, hein, je suis pas magicienne, mais de fait, il y a des choses à savoir qu'on ne devine pas et qui méritent d'être transmises. Et en fait, la partie sexologue, on va dire, c'est au fur et à mesure. Alors, je me suis mariée, donc je me suis dit aussi, il y a des problématiques de couple qui ressortent, qui mériteraient aussi d'être accompagnées. Et notamment, en fait, si tu veux que ton couple dure sur le long terme, c'est pas magique non plus. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des petites choses et parfois on a des états, des crises qui sont vraiment difficiles et le fait d'accompagner ces couples aussi bien, donc le sexologue, il va gérer toutes les problématiques très pratico-pratiques, c'est-à-dire des éjaculations précoces, des problèmes d'érection, des problèmes de vaginisme. Il va accompagner sur tout ça ou référer sur des professionnels si besoin. Mhm. Et puis le thérapeute de couple, donc moi c'est vraiment la double casquette. Il va, vraiment aider à la fois à communiquer, à soigner en profondeur, à aller chercher dans les histoires des 2 personnes en couple, ce qui peut venir bloquer leur système et tu vois? Qui peut faire en sorte que, bah, ils se disputent un peu toujours sur les mêmes sujets Ouais. et cetera. Donc le thérapeute, il vient, donner un regard un peu plus vaste et un peu de recul, tu vois? Sur des conflits parfois douloureux. Et tu vois, si j'ai un message à donner aux gens, c'est de pas attendre que ce soit le carnage pour aller demander de l'aide, tu vois? C'est vraiment une étape, juste, bah, on va voir le médecin pour, quand on a un rhume, Là, c'est ou oui, une ça grippe arrive. et ben, on peut aller voir le médecin aussi pour, les formes de médecin pour le couple. Et souvent, les personnes que tu accompagnes viennent en couple, du coup, ou alors quand c'est des personnes en couple, ou viennent. Les 2. En fait, j'ai commencé à accompagner beaucoup de gens qui étaient du coup, individuellement, mais Ok. qui étaient eux, en couple. Et puis petit à petit, j'ai eu de plus en plus de demandes. Ce qui a fait que je me suis formée, c'est aussi que j'avais pas mal de demandes, de gens qui me disaient: «Mais vous voudriez pas nous accompagner en couple? Vous nous avez vus individuellement, est-ce qu'il y a pas?» Donc je me suis dit qu'il fallait passer le cap, Ouais. voilà. Aujourd'hui, tu accompagnes plus de personnes qui sont jeunes ou plutôt des personnes un peu plus déjà Alors âgées, c'est un grand mot, mais ouais, voilà. plutôt adultes, Ok. parce que alors j'ai des jeunes aussi de manière ponctuelle, mais ils sont envoyés par leurs parents, donc c'est une autre manière de gérer. On va dire que les jeunes, je les rencontre majoritairement dans les établissements scolaires, tu vois? Où j'interviens pour l'éducation affective et sexuelle. Ouais.
Et puis j'augmente des points écoute, en général dans les écoles. Quand j'essaye d'intervenir, j'introduis l'idée que ça pourrait être pas mal que certains puissent poser des questions, ouais, tu vois, un peu individuellement. Et donc dans mon cabinet, c'est majoritairement des adultes, sauf quelques-uns, voilà, sauf exception des jeunes. OK. Est-ce que tu trouves qu'il y a un rapport, différent de la sexualité que les jeunes peuvent avoir, comparé aux adultes, aujourd'hui? Ou est-ce que tu as vu l'évolution depuis tes 10 ans justement d'exercice, Alors, je pense que dès le départ, je me suis rendu compte de l'impact du porno. Il y avait des choses qui vraiment me sautaient au visage dans mes interventions. Je pensais pas me spécialiser sur ce sujet non plus, mais de fait, comment dire, en étant sur le terrain, que ce soit dans les écoles ou dans le cabinet, on voit quand même beaucoup d'influences de la société et notamment aussi bien les réseaux sociaux qui ont un impact très fort et donc on va dire une influence sur, les jeunes, mais aussi les adultes. Et c'est sûr que la différence, c'est qu'un adulte, va avoir peut-être un peu plus de recul, sur certaines pratiques. Alors Ouais. parfois l'adulte, je le mets après 35 ans, hein, c'est oui, oui, il y a des vieux ados ou il y a des gafouillages, enfin voilà. Donc la part de jeunes et de jeunes adultes et 18 ans, c'est pas vraiment enfin voilà, Oui, c'est c'est à pas certaines enfin, légalement, c'est voilà, voilà, ça, mais ça par s'arrête pas. contre, la maturité du cerveau, je dis toujours ça, notamment pour comprendre pourquoi il y a des addictions qui se développent très jeunes et cetera, c'est que le cerveau finit sa maturation autour de 25 ans. OK. Donc en fait, ça laisse une grande marge de manœuvre pour mûrir et développer, sa personnalité. Donc jusqu'à 25 ans, on peut dire qu'il y a une certaine, je dirais pas fragilité, mais, une certaine, ouais, une certaine, vulnérabilité par rapport à des influences. Oui, ils Voilà. sont très malléables aussi, en fait, tout simplement. Exactement, Enfin, très ouais, influençable. très influençables. Enfin, moi, je le vois, quand je me rappelle quand j'avais 18 ans, 22 ans, même 25 ans, enfin, on est tellement influençable pour, un oui, pour un non et cetera, donc forcément, j'imagine bien. Exactement et c'est tout l'enjeu de l'éducation affective, c'est de travailler sur leur personnalité, les aider justement à avoir une personnalité qui soit plus fondée à l'intérieur, plus solide, pour être capable de dire oui, de dire non. On parlait de consentement avant cette interview et bien, comment être capable de donner son consentement? Bah, ça commence par être construit soi-même, savoir un peu qui je suis, savoir un peu ce que je vais pouvoir, vouloir dans ma vie vraiment profondément. Si je ne sais pas qui je suis, si je ne sais pas ce que je veux faire de ma vie et cetera, le consentement, ça va être compliqué, tu vois, dans la sexualité. C'est clair et puis la confiance en soi aussi qu'on peut avoir et cetera, le Ouais, rapport avec son corps, enfin des choses qui exactement. sont très importantes. Hem, 1 sujet qu'on va aborder vraiment, Mmh. du coup, on va rentrer dans le vif du sujet qui est, le porno justement. Aujourd'hui, le porno, on va dire, touche, tous les âges. Est-ce que tu pourrais nous donner une définition claire justement de qu'est-ce que le porno aujourd'hui? Et après, on reparlera un petit peu plus des bases que ça enfin, Ouais. des bases que ça pourrait faire, ouais. Alors, pour moi, la question du porno, déjà, c'est une représentation, c'est une volonté de représenter l'intimité, entre, 2 personnes ou plus, Mmh. ça dépend des représentations, et cette volonté de représenter l'intimité, c'est, en utilisant plein de moyens différents, notamment la vidéo, mais aussi, tout ce qui va être, podcast maintenant, se développent aussi des livres érotiques et cetera. Donc c'est la pornographie, c'est vraiment cette exhibition de l'intimité, et qui a pour but, et ça c'est important, la masturbation. C'est vraiment l'excitation et la masturbation qui est le but ultime. Et la grande différence avec l'art ou l'érotisme qui fait que, l'érotisme ou l'art sont vraiment au service de l'esthétique ou du désir sexuel, mais n'ont pas un côté normatif qu'a la pornographie. Et du coup, si je reprends un petit peu l'exemple que tout le monde connaît, Playboy pour toi, c'est quoi? Playboy, c'est du porno. C'est du porno? Ah ouais, c'est vraiment l'exposition où tout est très cru et tout est très montré, mais c'était encore une époque où c'était pas animé. Oui. Playboy, c'était des magazines. Aujourd'hui, on est sur une multiplication des supports vidéo. Ouais. C'est fini, on est passé de la cassette VHS, qu'il fallait aller chercher un peu de manière compliquée et Oui, il y cetera. avait déjà plus de barrières avant de Voilà, pouvoir aller maintenant c'est c'est open bar sur des applications, Twitter et cetera. Il y a ouais. plein d'endroits où en plus même ce n'est pas, étiqueté, lieu de pornographie, site pornographique, mais de fait, il y a beaucoup de pornographie Ouais. malheureusement. Et justement, quelles sont les problématiques, si imaginons une personne, demain regarde du porno, qu'est-ce qui va enfin, comment son comportement, on va dire, en relation avec sa sexualité va changer en fait? Qu'est-ce qui se passe exactement dans le cerveau? En fait, la partie intéressante, c'est déjà d'évaluer à quel moment dans sa vie il a rencontré le porno. OK. À quel moment, ça a été une confrontation importante parce que, ça tu vivras pas les choses de la même manière et en fait, on s'aperçoit et moi je le vois dans mon cabinet en permanence, encore hier un patient, bah, il a été addict au porno à partir de 12 13 ans. Parce qu'il avait été confronté, il y est retourné parce que ça a vraiment choqué son cerveau.
faut savoir que l'âge moyen de la première confrontation à la pornographie, c'est 9 ans. Et ça, c'est vraiment l'âge 9 ans, c'est parce que c'est l'âge aussi maintenant des smartphones, des premiers smartphones. Ouais. Et donc, dans une société où il y a très peu de filtres, vous voyez l'actualité aussi sur les blocages de sites internet, On en reparlera justement voilà, après. voilà, on a quand même une société que Geraldine, qui est une spécialiste aussi de ce sujet de la pornographie, dit pornifiée, une société pornifiée qui parle de sexe tout le temps, mais surtout qui a une manière d'être influencée par le porno qui fait que elle ne pense que via le porno quasiment. Faut pas exagérer tout le temps, hein, je précise bien, mais il y a quand même cette influence permanente qui malheureusement après va blesser dans l'intimité le regard qu'on porte sur la sexualité. Déjà, on va avoir une vision très négative. Des études sont sorties là toutes récentes en France qui montrent que les gens ne font plus l'amour. En fait, Un peu comme au Japon, non? C'est pas est-ce que c'est un lien direct ou alors je suis moins une spécialiste du Japon, OK. mais de fait, le Japon a une, comment dire? Déjà beaucoup plus de technologie, beaucoup plus de robots sexuels. C'est les spécialistes des robots Mmh. sexuels. Donc, ils ont un rapport à la technologie et aux écrans qui est, à mon avis, très in enfin, a beaucoup d'influence Mmh. sur leur rapport au corps. Nous, on a eu la libération sexuelle aussi qui a développé, aussi beaucoup de pratiques sexuelles et une pratique de toute pratique sexuelle, surtout un développement de toute pratique. Hem, Ouais, mais pour revenir en France, du coup, en fait, comment justement pourquoi, en fait, on a cet accès, qui est si facile, à la pornographie? Parce qu'en fait, comme tu dis, normalement, c'est censé être sécurisé. Moi, demain, j'ai des enfants, en fait, si je leur donne un smartphone, j'ai pas envie justement qu'ils c'est une bombe à retardement. C'est-à-dire que si tu lui donnes juste un smartphone, s'il y a pas de filtre, déjà, c'est le minimum syndical à mettre sur son téléphone. Des filtres, il y en a quand même pas mal qui fonctionnent et cetera. C'est un peu la base de protection pour un enfant. Mais en fait, tu vois, la difficulté, c'est que c'est tellement accessible H24 tout le temps, partout, de n'importe quelle manière que, en fait, c'est presque la société qu'il faut sensibiliser. Et moi, je dis vraiment, la pornographie est un mal en soi. C'est une exhibition de l'intimité. À aucun moment ça peut être bien de consommer du porno et ça, c'est pas trop politiquement correct, on va dire. Les sites internet, pornographiques aimeraient bien que je dise autre chose. oui, bien sûr. Mais de fait, pour moi, il y a vraiment une blessure de l'intime et de cette capacité. Pourquoi c'est un mal en soi? C'est que ça vient exposer, l'intimité, la sexualité, ce que tu as de plus unique presque, à tout le monde. Ouais. Et tu peux regarder l'intimité de tout le monde. Et c'est ça, en fait, la difficulté, c'est que tu te positionnes presque un peu comme une forme de voyeurisme, par rapport à Bien la sûr. sexualité des autres et beaucoup reproduisent. Enfin, il y a vraiment une éducation sexuelle aussi par le porno qui malheureusement, a des conséquences et dont on commence aujourd'hui à se rendre compte, mais qui est loin d'être, encore, réellement une prise, de conscience. Bien sûr. Est-ce que justement le porno peut conduire à des, actes violents après, que ce soit un homme ou une femme envers, la personne avec qui il peut avoir des actes sexuels? En fait, il faut savoir que c'est plus tôt on a été confronté au porno, plus notre éducation sexuelle se passe à travers ça et donc ça devient normal. Certaines pratiques qui sont montrées dans le porno deviennent comme la norme, dans la tête et c'est pour ça que cette influence à la suite va faire en sorte qu'ils reproduisent et des études de l'IFOP, notamment en 2023, ont révélé à quel point déjà, ça développe les complexes chez les jeunes qui en consomment, donc des complexes sur le corps, sur la taille du pénis. Plus de 50% des garçons ont un complexe sur la taille du pénis en regardant Waouh. du porno. Tu c'est vraiment, une génération de jeunes blessés dans leur rapport à eux-mêmes par rapport à ça. Chez les jeunes filles, des complexes énormes sur la taille des seins. Enfin vraiment, on a quelque chose d'assez horrible déjà vis-à-vis de leur Bien personne sûr. propre. Mais en fait, la difficulté, c'est que le principe d'un jeune, c'est qu'il va utiliser à un moment de l'adolescence le mimétisme. Le mimétisme, c'est le fait de reproduire et de prendre, comment dire? Heu, chez les autres une inspiration pour créer sa propre Oui, personnalité. c'est la principe, base en fait de l'enfant qui après grandit, enfin, dans tous les cas, donc Exactement forcément. et en fait, ça se joue aussi dans l'intimité et malheureusement, la pornographie te présente vous avez donc, juste pour que je redonne quelques chiffres, tu as 2,3 millions de jeunes Français, donc moins de 18 ans, qui regardent du porno au moins une fois par mois. C'est Tu vois énorme. la régularité et parmi ces jeunes, Fondapol avait fait une étude en 2018 qui montrait qu'il y avait en gros 8 donc ce qui peut paraître pas grand-chose, mais en gros, c'est 200 000 jeunes Ouais. qui en regardent chaque jour, au Waouh. moins une fois par jour et donc tu vois 200 000 jeunes qui en regardent une fois par jour, 2,3 millions de jeunes. Ça veut dire que c'est un phénomène de masse Ouais. où du coup, cette reproduction des actes montrés dans la pornographie va être problématique.
j'ai pas précisé ce qu'ils regardaient dans le porno. Parce que en fait, c'est ça le problème, c'est que Bien sûr. mimétisme, ça peut être super. Si tu es une super personne, que tu regardes des super personnes, génial. Le problème, c'est que 90 des vidéos pornographiques contiennent de la violence physique et ou verbale. Mmh. Et dans 80 des cas, c'est plus de 80 des cas, c'est des violences faites aux femmes. Enfin, tu vois, tu as un modèle de société, un modèle de sexualité où il y a rien qui va. Et puis on parlait de consentement là un peu avant. Oui. Ce qui est montré dans le porno, c'est jamais une question de consentement. La question du, est-ce que tu es OK avec ce qui se passe et cetera. En fait, là, ce qu'ils montrent, c'est les parties intimes. L'objectif, c'est la satisfaction pulsionnelle ou sexuelle de la personne et que surtout le spectateur, ait suffisamment de trucs visibles, bien excitants pour qu'il puisse se masturber dans son coin tranquille. Ouais. Donc tu vois l'influence que ça peut avoir sur la personne, peu importe l'âge, mais particulièrement des jeunes. Beaucoup des adultes qui viennent me voir pour une addiction au porno ont commencé, très jeunes la pornographie et en fait, la majorité des cas, ils ont découvert le porno au collège. Puis après, Oui, ils souvent n'ont pas pas. tous développé une addiction heureusement, mais en fait, beaucoup ont été influencés dans leur intimité par ces images. Ouais, c'est un réel fléau, en fait, c'est limite aussi dangereux que, ceux qui sont alcooliques, ceux qui sont drogués et cetera. Enfin, Sauf que c'est une addiction qui ne se voit pas. Ouais et c'est ça tout le défi, c'est que c'est une consommation qui donne beaucoup de honte, malheureusement, qui donne beaucoup de honte parce que, bah, tu es comment dire? On sait que l'intimité, déjà la sexualité, c'est un des lieux où on doit apprendre à comprendre qui on est en tant qu'homme, en tant que femme. C'est jamais, une partie ultra simple où tu acquiers en 10 secondes, ça y est, bien on se sûr. aime comme ça. On sait tous qu'il y a un cheminement C'est et le complexe. assez complexe et puis surtout l'évolution du corps au moment de la puberté. Et jusqu'à l'âge adulte, enfin voilà, ça peut durer assez longtemps, est vraiment un lieu de fragilité, de vulnérabilité, de remise en question de soi-même, de qui je suis dans la vie. Et tu vois, dans cette période un peu fragile, le fait qu'il y ait des images toutes faites, des normes de beauté, d'épilation, de taille de sexe et cetera, fait qu'en fait, on a à chaque fois une invitation à se dire non pas: «Je suis très bien comme je Mmh. suis, je suis une belle personne, je mérite le meilleur» et cetera. Mais il faut que tu changes ton corps, chirurgie esthétique, plus. Tu Ouais. vois la télé-réalité, Ouais, ça bonne ça passe, illustration ouais. que ça. C'est, jamais suffisant, c'est toujours plus vite. La sexualité, c'est que pour la partie, pulsionnelle, c'est faut satisfaire sa pulsion sexuelle. C'est le côté relationnel, tu vois, de la Il sexualité, c'est existe pas. totalement mis de côté et c'est là où en fait on a une absurdité de notre société, qui promeut, justement, toute la protection des violences faites aux femmes, la protection des violences sexuelles des enfants et cetera. Ouais. Mais on a laissé un flot d'horreurs qui montre des horreurs en tout cas et des pratiques sexuelles absolument atroces, passer depuis des années, dans les médias, dans les réseaux, dans la lecture même. Bien sûr, tu Est-ce que tu as des exemples justement de couples, que tu as pu accompagner où justement il y en avait un des 2 qui était, justement addict, au porno et comment en fait, ça se soigne tout simplement? ouais, vaste sujet. Alors, déjà, il y a plusieurs choses. C'est que les personnes addictes, ne sont pas toutes en couple, mais beaucoup sont en couple Ouais. et donc la plupart du temps, elles ne montrent pas qu'elles regardent du porno. Elles ne montrent pas et la quantité de porno est complètement oubliée parce que, tu sais, beaucoup tombent, de ces conjointes dans le mari ou comment dire? Compagnon est addict au porno, n'imaginent pas que leur mec, est addict au porno. Enfin, clairement, c'est pas le truc, qui se voit particulièrement et en fait, la difficulté, c'est qu'être sur son téléphone, bah, c'est normal, en fait, dans notre société. Ouais, Être sur son ordinateur, tu peux travailler sur ton ordinateur. Donc faire le lien entre ordinateur ou téléphone et porno, c'est pas instinctif et donc c'est pour ça que certaines conjointes vont découvrir et je dis conjointes parce que en fait, la majeure partie des consommateurs sont des hommes. Il y a beaucoup de femmes aussi, qui en consomment, pas forcément toutes addictes. J'accompagne les 2, hein. Je gère aussi bien l'addiction ouais, masculine que féminine, hein. Donc voilà, je préfère le préciser parce qu'il faut pas faire trop de généralités. Mais totalement. quand même, au niveau des couples, on s'aperçoit qu'il y a quand même beaucoup de pornographie dans les couples hétérosexuels et donc c'est la conjointe aussi que je vais prendre en charge. Et en fait, en les voyant, juste pour te raconter l'histoire un peu de mon groupe de parole, hem, en les voyant individuellement dans mon cabinet, Mmh. elles étaient plusieurs et de manière récurrente, j'avais des demandes d'accompagnement sur cette problématique. J'ai vu la souffrance de ces conjointes, des conjointes qui se sentaient du coup, dans leur rapport au corps plus du tout valorisé, qui se disaient: «Mais en fait, mais s'ils regardent d'autres femmes», j'en ai une qui m'avait dit: «Mais ils regardent d'autres fesses et d'autres seins». Moi, du coup, c'est que je suis pas suffisante. Tu Ouais. vois, des remises en question assez profondes
question d'infidélité. Elles sont toutes en train de me dire infidélité numérique. Elles se sentent vraiment trahies dans leur contrat de couple, tu vois, de confiance, d'exclusivité, etc. D'autres vont pas comprendre qu'il ait besoin d'aller voir ça alors qu'ils ont une vie sexuelle. Il y a pas forcément d'impact de l'addiction au porno sur la sexualité, parce que parfois certains hommes réussissent à faire la différence, mais d'autres vont parfois avoir des demandes sexuelles dégradantes. On en parlait pour les jeunes, mais ils reproduisent dans leur intimité aussi comme adultes pas mal de choses. Ils ont des attentes aussi bien sur la lingerie, sur l'épilation, sur les pratiques, sur la position, sur les cris, enfin voilà, tout est aussi exagéré dans le porno, bah, ils attendent la même chose, chez leur conjointe. Donc ça blesse beaucoup dans les couples. Et ça, comment on fait justement pour, en tant que femme, identifier, que notre mari, il est addict, au porno, Alors, notre conjoint? je vais te dire, la seule manière, c'est qu'on a oublié que la sexualité dans un couple, c'est aussi un lieu de discussion, normalement, un lieu de communication. C'est souvent un sujet qui est un peu délicat, parce qu'on n'ose pas trop, c'est des sujets un peu tabous et qui nous rendent très vulnérables face à l'autre. Donc ça demande beaucoup d'intimité et de délicatesse de pouvoir, parler de ces sujets. Et donc quand déjà on n'ose pas trop parler de ces thèmes-là, c'est sûr que l'addiction au porno, ce sera pas le thème principal qu'on va aborder. Bien sûr. Et tu vois, en écoutant un podcast comme ça peut être l'occasion de discuter avec son conjoint et de se dire: «Tiens, mais en fait, toi, le porno, j'ai entendu un podcast, tu penses quoi? Est-ce que ça t'arrive d'en consommer?» Et il y a des grandes libérations. Tu vois, hier, je recevais un nouveau patient, qui m'a dit: «Le jour où ma femme a découvert que j'avais un problème avec le porno, bah, ça a été horrible, ça a été hyper douloureux» et je les accompagne maintenant en cabinet. Mais de fait, je me suis sentie libérée parce que je n'arrivais pas à m'en sortir. Et tu vois, la puissance du secret de l'addiction au porno, faut vraiment comprendre, et moi je pense que c'est un peu ça le message aussi que j'ai dans le cœur, c'est de dire qu'on est victime de cette industrie pornographique. C'est-à-dire que la personne addicte, elle a tout intérêt à être addict pour ces industriels porno. Ils veulent que tu sois addict parce que c'est comme ça qu'ils font du chiffre d'affaires. Bien sûr. Donc tout est fait, ils ont bien compris le cerveau humain, ils ont bien compris que plus ils touchaient les jeunes, plus ils allaient avoir des personnes addictes sur le long terme, plus et donc avoir des consommateurs et comment dire? Du business à faire, quoi. Et tu vois, pour une personne addicte, tu vois, il y a déjà une prise en charge de l'addiction, donc là, le rôle de sexologue va être très important. Ça va être d'identifier, par exemple, un conseil que je donne souvent, ça va être d'identifier dans son quotidien à quel moment de la journée ça apparaît. Parce qu'il y a certaines récurrences ou avec quelles émotions la pornographie est associée. Est-ce que c'est le stress? Est-ce que c'est la colère, la frustration? Et on s'aperçoit qu'il y a plein de choses qui ressortent. Et souvent, c'est parce que la gestion émotionnelle, pas que ça, mais il y en a beaucoup qui ont une gestion émotionnelle qu'ils n'ont jamais apprise. Ça fait partie de l'éducation sexuelle, mais malheureusement, c'était pas trop, il y a pas mal de générations, les émotions, c'était pas trop leur truc. Et donc aujourd'hui, on se retrouve aussi avec, des générations de jeunes et moins jeunes, avec de grosses difficultés de communication et qui, du coup, sur ce sujet de l'intimité, bah, vont pas oser demander de l'aide. Donc moi, c'est pour ça aussi que j'essaie de beaucoup en parler, c'est que vraiment c'est un sujet de conversation, totalement pas normal, c'est peut-être un peu atypique, ou voilà, ce que tu veux, C'est un réel sujet. mais c'est un sujet où les gens sont victimes, en fait. Donc on arrête de juger, et voilà, moi je les récupère, peu importe le stade de leur addiction, je m'en fous. La question, c'est qu'ils puissent être pris en charge pour sortir de cet engrenage et surtout se permettre, tu vois? Moi, c'est ça qui m'a beaucoup touchée hier, chez mon patient, c'est qu'il m'a dit, mais en fait, il y a vraiment un avant et après. Ma femme a découvert ce que je faisais. Il allait sur Chatroulette, c'était des trucs, qui nous semblaient, très vieux, voilà. Mais tu vois, Je savais pas que ça existait encore. bah, voilà, bah, en fait, ça existe toujours et tu vois, c'est des sites qui font que, hem, bah, tu es en plus avec des camgirls, enfin, tu vois, il y a vraiment une logique aussi de prostitution derrière, enfin, tout est un peu mélangé. On peut aller très, très loin dans la consommation de porno, jusqu'à la pédopornographie. En fait, le principe de l'addiction, c'est que tu vas avoir besoin de contenus de plus en plus trash, des contenus de plus en plus, excitants et c'est comme la drogue. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu as besoin d'une petite dose, puis tu as besoin de la double dose pour avoir le même effet et cetera et cetera. Bah, c'est exactement la même chose parce que ton cerveau produit de la dopamine dans la sexualité. C'est l'élément de la récompense qui fait que tu apprécies le moment et face à un écran, il va avoir exactement le même système. Il va faire en sorte de produire cette dopamine, mais sans l'ocytocine. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'attachement. Déjà, ça c'est intéressant parce que biologiquement, notre sexualité produit, avec la personne qu'on aime, et cetera, produit cette ocytocine. Et quand on est face à du porno ou même dans des violences sexuelles, il y a pas d'ocytocine. Tu es pas du tout en train de voir du lien avec l'autre, Bien sûr. tu vois? Et donc c'est intéressant parce que notre biologie nous invite
à avoir ce lien dans la sexualité, avoir ce côté relationnel. Ce que malheureusement la personne addict a totalement perdu parce que, bah, elle est dans la pulsion sexuelle, donc le côté réflexe de la sexualité. Ouais. Est-ce que tu penses que le porno, ça peut être une fabrique, à violeurs? Alors, je pense qu'il faut pas heureusement, tout le monde ne devient pas un violeur en ayant regardé du porno parce que là, on aurait de quoi désespérer. Par contre, ce qui est sûr, c'est que cette modélisation du cerveau qui se fait, Mmh. c'est vraiment il est modelé par ces images, va clairement influencer certaines pratiques et c'est évident et on le voit pas trop. Je pense que la police serait plus à même de donner dans les tu sais, dans les Ouais. expertises judiciaires, serait plus à même de dire et peut-être que je sais pas s'ils posent la question à chaque fois, tu vois? En pédopornographie, ils posent la question, tu vois? Oui. Mais pour les autres, est-ce qu'ils sont gavés de porno? Beaucoup sont gavés de porno, c'est certain. Et ben, tu vois, c'est plus à la police qu'il faudrait poser la question parce qu'eux doivent voir beaucoup de choses en lien avec ça. Et tu vois, le partage des nudes notamment. Tu sais, ces images à caractère sexuel, notamment entre jeunes, mais aussi entre adultes. Ouais, On a perdu le sens de l'intimité, de la pudeur. Tu bien sais, c'est sûr. des trucs vieux cathos réac. Mais non, pas du tout. C'est juste le respect de soi, de ne pas partager son intimité à tout le monde. Et tu vois, aujourd'hui, toute l'actualité de revenge porn, de sexualité qui est balancée à travers des photos, Mmh. etc., ou vidéos, on a chez la police notamment, et beaucoup d'études, même les articles de presse montrent à quel point ça blesse l'intimité. Et donc, il y en a qui ont, en regardant du porno, totalement perdu le sens de l'intimité, ils y ils sont exposés à celle des autres. Totalement. Donc, ils ne voient pas le problème de balancer les photos des autres, puisque tout le monde a de toute façon accès à du porno. Donc, Oui, c'est pas que ce soit ta copine, ton ex ou je ne sais quoi, bah, finalement, pour certains, ça n'a pas d'influence. ouais. Ils se disent juste: «Bah, c'est normal». Là, tu te dis: «Il y a un vrai souci». Est-ce que tu as déjà accompagné, quelqu'un où tu sentais que justement il y avait un basculement comme ça dans le sens qu'il pouvait devenir, un potentiel, agresseur, hein, que ce soit avec sa femme ou qui aurait pu faire quelque chose, autre part? Est-ce que tu as déjà accompagné quelqu'un comme ça? Alors, remettre un cadre dans la sexualité, ça, je l'ai déjà fait. Ouais. Dire: «Il y a des gestes, là, c'est violent. Vous avez le droit de dire non quand vous sentez que c'est pas possible». Oui, il y a peut-être, une norme sexuelle. Ça veut pas dire je prive les gens de cette ils font ce qu'ils veulent les gens. Oui, bien sûr. Mais mais il y a des choses où je donne des petits warnings, tu vois? Où Ouais. je dis: là, vous Attention. voyez, il y a beaucoup de femmes qui diraient, tu vois? Je fais des exemples, bah, tiens, j'ai une autre patiente, elle me dirait: «Mais ça, jamais, Ouais. jamais j'accepterais ça». Et tu vois, pour essayer de faire réfléchir. Je suis pas là pour, donner trop de normes non plus dans la Non, sexualité, non, pas bien sûr. mais voilà, je pense que c'est comme ça. J'ai jamais été confrontée à un pédophile pour l'instant, tu vois? Qui a vraiment quelque chose à travailler au niveau des fantasmes notamment. Après ce qui Mais viendrait aussi, je tu peux regardes te aussi. dire, il y a un truc que je peux dire, Ouais. c'est que peut-être des formations professionnelles, je pense que je repère davantage ceux qui sont addicts au porno. Ça Mmh. se voit, il y a des hommes, tu vois bien comment ils regardent les femmes, Ouais. tu vois bien comment, ils ont un rapport au corps. Certaines femmes aussi, comment elles sont, crues dans leur vocabulaire, dans leur rapport à leur propre corps. Tu Ouais. sens que le rapport à la sexualité n'est pas forcément très ajusté, en tout cas pas très respectueux. Mmh. Ça veut pas dire que je les juge, hein, attention, mais ça veut dire que je sens qu'il y a un petit décalage entre c'est vraiment ce respect inconditionnel de la personne qui se joue dans la sexualité et puis bah, ce qui malheureusement, est influencé par, tout un tas de pratiques, ouais, pas forcément très saines. Et donc tu vois, moi je suis assez ferme, donc quand je repère des profils maintenant, quand on me demande un avis parfois sur, des gens, des professeurs, des trucs, il y a des choses parfois je dis: «Lui je le sens pas» et je vous le dis. Notamment ceux qui bossent dans les écoles, ça je j'hésite même plus, tu vois? Je dis: «Il a fait une remarque pendant mon intervention où il a dit tel truc. Voilà, pour moi, c'est un warning. Attention, ouais. C'est une forme de signalement, tu Mmh. vois, qui est, à mon avis, peu fait aujourd'hui malheureusement, ce qui fait qu'on garde sous silence beaucoup de problématiques. On le voit d'ailleurs pour l'inceste notamment, Bien sûr. où les gens mettent beaucoup de temps à parler, qu'ils soient victimes ou pas, hein. Bien sûr. C'est que le silence, la loi du silence est tellement profonde que moi maintenant, je préfère dire mon intuition parce que je pense qu'elle est assez juste à certains moments, justement pour que Oui, les en gens autour soient alertes. ouais. Et d'ailleurs, ça fait partie des éléments en prévention auprès des parents, tu vois, que je donne. Je dis: «Mais en fait, si, votre enfant vous dit un truc, il m'a dit une parole un peu, dégradante sur mon corps ou des choses comme ça», bah, le fait de le rappeler à la personne adulte qui a pu dire ce genre de choses à l'enfant, par exemple, dire: «Bah, en fait, je ne veux pas que tu dises ce genre de choses à Mmh. mon enfant». Bah, déjà, Ça met un cadre ah aussi, hein. bah, tu sais, tu dis les choses, Bien c'est sûr. cadré et on passe à autre chose après, mais de fait, l'agresseur ou le potentiel, agresseur, c'est qu'il y a peut-être, plus de Ouais. chances il vaut mieux éviter certaines situations, tu vois? Et à l'inverse,
Est-ce que tu as déjà accompagné des femmes qui ont été victimes, justement, de violences, qui ont eu besoin de se reconstruire, de ce point de vue-là? Parce que, enfin, pour l'avoir vécu aussi, je sais Mmh. très bien que le rapport avec le corps est assez compliqué après avoir vécu une agression, donc forcément les relations qu'il y a derrière et cetera. Est-ce que tu as déjà accompagné des femmes, comme Oui ça? et j'en ai accompagné beaucoup. J'ai beaucoup de premiers témoignages, tu vois? Des femmes qui viennent me voir et qui n'ont jamais parlé, de ce qu'elles avaient vécu, tu vois? Donc ça, c'est toujours, pour moi aussi Sûr. un vrai lieu, tu vois? Où je trouve ma place aussi comme professionnelle de la santé, tu vois? Où je me Ouais. dis: «OK, j'ai vraiment un rôle d'écoute et aussi d'accompagnement, qui est essentiel dans une société malheureusement qui est très touchée par ces violences» et j'en ai plusieurs des témoignages. En fait, ces femmes, parfois, il faut aller faire un soin. Moi, je fais pas de psychotrauma, tu vois? Au sens de psychologue, tu vois? Je vais envoyer vers des thérapies, EMDR ou ICV, tu vois? Qui sont vraiment 2 moyens très spécifiques qui vont passer par le corps pour réparer, la mémoire du corps, la mémoire traumatique. Je te fais pas tout le cours là-dessus, mais de fait, tu Non, vois? C'est non, des c'est sujets importants et donc ça, comme je suis formée sur ces sujets, je vais déjà faire de la psychoéducation, tu vois? Et réexpliquer les choses. Pourquoi certaines se sont senties figées, elles ont pas pu se défendre, pourquoi elles ont un impact dans leur sexualité après, comment on apaise justement cet impact et là, on est plusieurs professionnels, on va dire, avec des casquettes un peu différentes et complémentaires, à pouvoir avoir une place à ce niveau-là, tu vois? ouais, je pense que c'est important aussi en tant que je sais pas s'il y a des femmes victimes de violences qui regardent justement ce podcast, mais c'est vrai que je pense que c'est très bien la thérapie, mais à côté de ça, il faut quand même enfin, il y a la thérapie de la reconstruction et cetera, de rapport avec son corps, mais à côté de ça, il faut quand même revoir aussi toute cette sexualité parce que je sais que j'ai entendu beaucoup d'histoires de victimes où soit, en fait, elles allaient beaucoup consommer du coup, des relations sexuelles après Ouais. une agression, soit totalement à l'inverse où justement elles font plus du tout rien et malheureusement Exactement et en fait, les 2 extrêmes ont un problème, c'est-à-dire que cette hypersexualité, elle rejoue dans leur sexualité ce trauma, mais pourquoi? Parce que leur cerveau n'arrive pas à gérer ces informations. bien C'est sûr. tellement horrible ce qu'elles ont vécu que, en se reconfrontant, il y a une part de soi qui espère, soit gérer, être en situation de pouvoir et non plus d'être victime. Enfin, il y a beaucoup de choses à ce niveau-là et celle que ça coupe complètement de la sexualité, il va y avoir un réapprivoisement vraiment de son propre corps, de ses ressentis, d'accepter d'être vulnérable et ça va être, vraiment une démarche ce qui est faisable, qui peut, enfin voilà, heureusement on peut, avancer, qui est pas facile, qui demande pas mal de courage, mais heureusement, maintenant on a quand même développé beaucoup de thérapies, et beaucoup d'accompagnement aussi, même en sexologie, tu vois? Qui permettent Bien sûr. d'apaiser tout ça. Et justement, ça, c'est un sujet où on ne parle pas assez, je trouve, que ce soit quand on va déposer plainte ou des choses comme ça. Les associations, du coup, n'en parlent pas du tout et redirigent pas forcément vers des sexologues, comme toi. Ils vont plutôt rediriger, justement, comme tu dis, vers les techniques, MDR. Mais à côté de ça, je trouve que c'est dommage parce que c'est vraiment un complément qu'une femme Exactement. devrait avoir, que ce soit, plein de techniques différentes. Après, Ouais. autant trouver sa technique à soi et voilà et trouver son bon professionnel parce que bien sûr, Oui, un tous les accompagnement professionnels ne vont pas s'adapter totalement. aussi à ta problématique, mais je pense qu'une des choses, c'est qu'effectivement c'est un peu une rééducation Ouais, de sa vision de la sexualité qui va être nécessaire, tu vois? Et moi, ce côté éducatif, je l'aime beaucoup dans mon métier parce que c'est là où tu aides à interroger la personne sur, ce qu'elle veut profondément, qui elle est, pour bien sûr. reprendre l'estime de soi. Enfin, il y a vraiment des bases, qui sont essentielles et tu vois, j'ai publié un livre sur l'estime de soi, la confiance en soi, comment les bases de la maturité affective, tu vois? Ouais. Qui était à la base pour des jeunes. En fait, il y a plein d'adultes qui le lisent parce qu'ils n'ont jamais eu ces repères-là. Donc tu vois, il y a aussi un peu cette démarche, qu'on soit victime ou pas, à un moment donné de se dire: «Tiens, mais moi, à quoi j'aspire profondément?» Tu vois? Éviter d'attendre la crise de la quarantaine pour se poser ces questions, c'est pas mal aussi, tu vois? Oui. Parce que beaucoup on en entend beaucoup parler de cette crise de milieu de vie et cetera. Mais parce que toutes ces interrogations sur soi, presque un peu philosophiques, Mmh. beaucoup attendent, ou beaucoup n'ont même pas l'idée parce que la société pousse pas spécialement à cette Bien sûr. réflexion. Elle va te dire, «Profite, si tu as envie maintenant, bah, fais-le, fais ton expérience». C'est ça et puis limite, enfin, on est aussi beaucoup plus focus sur, le travail et construire justement sa carrière professionnelle plutôt que on va dire, je peux appeler ça sa carrière personnelle au final parce qu'en fait, c'est aussi important de se bien de se connaître et forcément, je sais qu'il y a ouais, il y a beaucoup de gens qui pètent un câble à 40 ans donc Ouais, mais parce que c'est vraiment un défi et c'est vrai que l'accompagnement, d'avoir quelqu'un qui t'aide à discerner, à réfléchir est pour moi une des clés essentielles pour justement trouver sa place et une place qui soit saine où justement tu as pas besoin d'écraser tout le monde pour réussir, pas besoin de faire du mal aux autres pour, être épanoui ou des trucs comme ça. OK. Si on revient un petit peu au porno justement, je trouve intéressant ce sujet-là, en termes de justement comment on fait, comme
on a parlé tout à l'heure que c'était plus ou moins une drogue, une addiction. Comment on fait pour se sevrer, justement à la pornographie? Alors, je pense qu'une des premières clés, tu vois, qui peut aider, c'est d'identifier donc ce que je disais sur, le à quel moment ça apparaît, quelles émotions sont vraiment en jeu là-dedans. Parce que en gros, la pornographie ou toute addiction, on pourrait dire, enfin, c'est valable pour toute addiction, Bien sûr. a une fonction, ça a un but, ça a un objectif. Donc il y a un vrai besoin, par exemple, besoin de se détendre, besoin de sortir de ses problèmes du quotidien, besoin de savoir comment ça se passe la sexualité. Ouais. Et la pornographie est un mauvais moyen pour y répondre, tu vois? Mauvais moyen parce que en fait, tu passes à côté de ce qu'est la sexualité. En termes d'éducation sexuelle, le consentement n'existe pas et cetera. C'est un peu problématique. En termes de vision, même de satisfaction de tes besoins, d'avoir, d'être détendu, bah, le porno, ça te satisfait peut-être sur le moment, mais en fait, 20 minutes plus tard, Ouais. bah, ton stress de la journée, il est toujours là, en fait. Et ça, c'est un des pièges, justement, qui fait que, comme il y a un certain plaisir qui est ressenti, tu as l'impression que ça te sert de solution, en fait. Mais très vite, bah, tu rentres dans l'engrenage. Donc cette gestion émotionnelle, c'est souvent l'endroit où, en fait, la personne va pouvoir avoir une vulnérabilité. Et tu vois, toute l'histoire personnelle, si on a eu des parents qui parlaient pas trop des émotions ou si on a eu, avec ses frères et sœurs, avec dans sa famille des difficultés un peu d'attachement, de confiance dans les liens et cetera, on va pouvoir se réfugier dans le porno pour essayer de gérer ses pulsions sexuelles, son désir, ses angoisses et cetera. Et donc pour moi, c'est cet équilibre à trouver justement entre, j'apprends à gérer mes émotions, je discerne à quel moment, la pornographie me sert de réponse Ouais. et pourquoi elle arrive à ce moment-là. Et ensuite, il va y avoir tout ce travail de sevrage d'une certaine manière où petit à petit, l'objectif, ça va être d'enlever tout porno, d'enlever toute masturbation pendant un certain temps, justement parce que, bah, c'est ça qui va activer mon cerveau et mon système de la Bien sûr. récompense, qui, bah, est pour le coup là, lié à la pornographie. Donc on va vraiment travailler là-dessus. Alors au départ, j'ai des patients qui me disent: «Mais jamais je serai addict, jamais je serai abstinent de porno, j'y arriverai jamais». Je dis: «Mais en fait, c'est une question de se laisser du temps et de rééduquer justement son cerveau aussi, à pas mal de choses». Et puis il y a des choix. Il y en a beaucoup qui se sentent, privés de leur volonté. Quand tu es addict, ta liberté, elle est très, très réduite, tu vois? Et ben, c'est d'identifier à quel moment j'ai encore une marge de manœuvre pour éviter de consommer. Au-delà du besoin, tu vois? Comment je peux rééduquer mon quotidien pour éviter certaines situations, pour peut-être me donner comment dire? Utiliser de meilleurs moyens pour répondre à mon besoin, appeler des proches. Beaucoup s'isolent, tu vois? J'ai des jeunes qui préfèrent aller jeunes ou adultes d'ailleurs, qui préfèrent regarder un porno que de sortir avec des amis. Waouh! Donc tu vois, le lieu de l'addiction va être aussi en fonction de quelles sont les habitudes qui ont été prises. Ouais. On va réintroduire et là, ça va être toutes les TCC. Souvent, on change le comportement pour essayer de De pouvoir, remodeler, sa vie et ouais. Est-ce que les sexologues aussi, comme toi, enfin, je sais pas si toi tu l'as déjà fait ou pas, vont justement en prison voir, les pédophiles et les violeurs pour leur apprendre justement, la sexualité? alors ça se fait pas mal, notamment le CRI AVS qui est un spécialiste des violences sexuelles, ils interviennent beaucoup en prison. Moi, je l'ai jamais fait, Mmh. donc je connais moins ce sujet. Ce qui est sûr, c'est que, il y en a qui ont tu sais, des injonctions de quel est le terme exact? J'ai un doute. Hem, une injonction de soins. OK. Je sais plus si c'est injonction le mot, mais bon, bref. L'injonction de soins, c'est vraiment ils ont été, mis en prison pour une bonne raison, enfin, en tout cas, voilà, ils ont fait un gros problème Mmh. et donc l'injonction de soins, c'est qu'ils sont en prison, plus ils doivent absolument être pris en charge par un professionnel de santé. Donc pour certains, par exemple, les pédocriminels, ils vont devoir être suivis, travailler leurs fantasmes, travailler pourquoi ils ont été amenés ça, Mmh. faire de la psychoéducation parce qu'en fait, ils pensent qu'un enfant, va être OK, était consentant, enfin, voilà, il y a des petites choses à remettre en place et voilà, donc ça, c'est vraiment le travail et souvent, c'est le CRIAVS, qui peut être enfin, qui peut intervenir, donc c'est des sexologues, ça peut être des infirmiers aussi qui sont formés en sexologie, ça peut être des psychologues, voilà. Ouais, parce qu'en fait, c'est assez compliqué, je le vois dans tous les chiffres, les études que j'ai pu lire et cetera. Le problème étant que quand un violeur ou un pédocriminel justement, se fait arrêter, va en prison, il purge sa peine, mais en fait, quand il est en prison, il a pas du tout les proies, comme je peux appeler ça, ou les potentielles victimes dans son environnement. Donc forcément, il va rien faire. Mais dès qu'il ressort, si c'est pas traité, ça c'est un problème et du coup, Voilà, il y a récidive beaucoup de aussi. taux de récidive. Ouais.
Et le taux de récidive, malheureusement, c'est qu'on a oublié aussi de dénoncer et de mettre, les mots sur les choses, tu vois? Moi, je dis: «La pornographie, c'est un mal en soi, on arrête» parce que si tu dis: «Le porno, c'est OK pour certains», bah, en fait, Mmh. tu vas banaliser certaines pratiques et puis après, bah, tu vas te dire: «Ah bah, tiens, il y a encore beaucoup de racisme». Ouais. Bah, oui, mais en fait, dans la pornographie, on te choisit en fonction de ta couleur de peau, de, ton origine ethnique, et cetera. Bah, déjà rien que ça, tu te dis: «Bah, Ouais. on chérit, les causes des conséquences qu'on ne veut pas». Donc, tu vois? Toutes ces incohérences, parfois de la Il y a beaucoup société d'incohérences, malheureusement bien sûr. sont un peu difficiles à et d'où l'enjeu de faire de la sensibilisation, tu vois? À travers, que ce soit des podcasts, des médias, que ce soit à travers des livres ou peu importe ce qu'on peut faire. Cette sensibilisation, en fait, on est obligé de la faire parce que sinon, bah, on continuera sur ce chemin et Oui, c'est le la principale façon de mission et c'est ce qu'on essaie de faire aussi avec Plateforme, c'est de sensibiliser un maximum pour, que justement, ça n'arrive plus, ça n'arrivera pas plus, mais en fait, ça n'arrivera plus. Ça ne peut pas ne plus arriver forcément, mais au moins savoir quoi faire à tel moment et cetera et pouvoir dénoncer, en parler, c'est principal et c'est justement ce que tu fais. Du coup, tu vas dans les écoles, c'est ça? exactement. Comment ça se passe justement quand tu interviens en face, d'enfants? Enfin, je sais pas à partir de quel âge justement tu Alors j'interviens du CM2, CM1, CM2 jusqu'à la terminale. Ah OK, parfois il y en a qui me disent: «CM1? Oh!» Mais ouais, je dis: «Mais l'éducation sexuelle, c'est pas forcément que en parlant de sexualité, ça peut être, parler des émotions, parler de l'estime de soi». Donc c'est en général rapport au corps, je voulais travailler à ce moment-là, la puberté, ouais, donc tous ces changements, donc ça c'est le plus jeune. Après collège et lycée, il va y avoir beaucoup de prévention sur la pornographie parce que c'est un peu mes sujets de prédilection, on va dire, où je suis vraiment spécialiste. Tout ce qui va être estime de soi, bah, comme j'ai publié aussi, ouais, sur le sujet, bah, forcément on m'appelle aussi pas mal là-dessus et donner des repères, la différence entre l'amitié, l'amour, le sentiment amoureux, enfin tu vois? Tous ces éléments-là et on adapte son discours en fonction de, bah, si j'ai des 6e ou si j'ai des terminales, voilà. Je dirais d'accord. pas exactement la même chose. Ce qui est intéressant, c'est que le collège est très agréable pour moi, pour travailler parce qu'ils ont vraiment une soif de comprendre, une curiosité naturelle ces enfants, c'est des adolescents en pleine croissance, tu vois? Qui ont envie de poser des questions et qui ont envie de pouvoir, réfléchir sur ces thèmes. Les lycéens, ils ont déjà beaucoup expérimenté, la sexualité est parfois blessée, beaucoup d'alcool en plus qui ont permis des sexualités, violentes, enfin voilà, je C'est le lycée, c'est très difficile. c'est quel âge, enfin Lycée, quel âge c'est 15, 18 ans. le 1er rapport sexuel et Le 1er rapport sexuel, les stats ont pas évolué beaucoup, ces dernières années, c'est toujours autour de 17 ans. OK, Filles ou garçons, même chose, autour de 17 ans, même si la majorité sexuelle, est autour de 15 ans, mmh mh, 15 ans et 3 mois, on a quand même une pratique sexuelle, on va dire de la sexualité au sens, 1er, mmh l'acte, d'intimité, on va dire, entre 2 personnes, il est souvent vécu autour de 17 ans pour ces gens. Après, je trouve, et ça c'est important de le dire, qu'il y a quand même une méconnaissance de ce qu'on appelle la sexualité aujourd'hui, parce qu'il y en a beaucoup qui font déjà des pratiques de fellation, de cuni et cetera, dans les écoles, on voit, hem, mais qui assimilent pas ça à de la sexualité OK, ouais, et donc s'ils font les préliminaires, ils ont l'impression qu'ils sont pas dans la sexualité et c'est pour ça qu'on a aussi, bah, tu vois, il y a tout un enjeu d'explication de ce que c'est que la sexualité, le de se consentement du aussi. consentement et cetera. C'est qu'en fait, hem, bah, une fellation, c'est déjà sexuel, en fait. Ouais, bah, bien sûr. Que tu veux pas, que tu en aies conscience ou pas, en fait, on est déjà dans l'intimité. À partir de quel moment c'est justement considéré comme un acte sexuel? Est-ce que juste, même un regard peut être un acte sexuel? Alors, un C'est regard peut compliqué. dévisager et peut être très vulgaire et peut être très, très, très douloureux à vivre, Mmh justement, quand tu te sens déshabillé du regard et nous, les femmes, on a souvent pour cette occasion, malheureusement, d'être, regardées comme ça. Hem, je sais qu'aujourd'hui, on a un peu tendance à mettre un peu tout sur le même plan d'égalité, tu vois? Violence sexiste et sexuelle, qu'un regard, est parfois déjà une agression. Bon, je pense que l'agression ultime, c'est quand même les violences, physiques, Bien sûr. et sexuelles, tu vois? Celle qui va être vraiment, porter contre-atteinte Ton corps. à ton corps. Heu, mais bien sûr que ces violences aussi psychologiques, hein, ces pressions à devoir, répondre à certaines attentes, et cetera, sont déjà des violences, malheureusement qui sont très courantes. Et qui empêche une vraie liberté, un vrai épanouissement sexuel en plus. C'est ça le pire, c'est que on a tous envie d'être épanouis sexuellement, mais en fait, si tu es sous pression, jamais il y aura un épanouissement et même le mec qui a envie que sa fille, que sa copine, jouisse, c'est cette logique un peu de performance qu'on obtient avec le porno Oui, et ben, il est dans une logique, c'est trop bête, c'est trop dommage,
de mettre la pression pour correspondre à certaines attentes, mais en face, la femme, elle était: «Ah mais OK, 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 go!» En termes de détente et de lâcher prise, c'est zéro, tu vois? Ouais et puis Vraiment en fait, elle est pas complètement frustrée et puis, elle prend pas du tout de plaisir, je suppose, donc bah, en c'est fait, des quand tu es choses sous qui pression, ça va rendre plus compliqué ton plaisir, donc de fait, bon, ouais. tu peut-être d'autres choses à essayer de mettre en place, Et du coup, c'est ça que tu apprends justement aux élèves, Alors à partir comment ça se passe exactement? en fait, ça va dépendre aussi des établissements. C'est-à-dire que je vais aborder les Mmh. sujets, bah, pour lesquels ils ont des besoins, souvent parce qu'ils ont eu des problématiques dans l'établissement, donc ils demandent en urgence un peu une gestion du problème. D'autres ont une logique un peu ce que l'éducation nationale essaie de mettre en place, mais de version un peu d'avoir un programme sur plusieurs années pour accompagner le jeune sur ces sujets, qui est très chouette et qui va être intéressant parce que il y a plein de sujets, dont tu peux discuter. Après, moi, je pense que je déplore un peu que les parents s'investissent, pas ou peu sur ces sujets parce que malheureusement, à l'école, ils vont avoir surtout les repères, soit du cours de SVT, bah, c'est bien, mais en fait, c'est un savoir scientifique donc Je me ça souviens très bien de ce cours de SVT, que j'ai eu en quatrième ou quelque chose voilà. comme ça, donc ouais. Donc c'est déjà pas mal, hein, c'est Ouais. important et je dénigre pas complètement le truc, mais en fait, ça reste comme un cours de maths, un cours de français, il faut que tu apprennes le truc et puis après, tu apprends les hormones et puis, next, tu vois? Ouais. C'est un peu limité sur le rapport au corps, tu vois? Et malheureusement donc moi, ce que j'essaye au contraire, c'est du coup de proposer une vision un peu plus globale, de donner ces repères de construction et donner les moyens. Mon site internet s'appelle Liberté pour aimer, tu vois? Et liberté pour aimer parce que l'enjeu, c'est que ta liberté puisse être au service de ton épanouissement personnel, de tes choix et cetera, mais surtout de cette logique d'amour qui te permet d'avoir des relations saines avec les autres. Sinon, on est dans la dépendance affective, on est dans la jalousie, on est dans tous les trucs trash, alors après, il faut pas sortir, repère narcissique à toutes les phrases, tu vois? Mais Oui. bon, les relations toxiques, c'est le truc qui intéresse tous les ados, les adultes aussi, mais particulièrement les ados, mais parce qu'on ne sait plus être en relation de manière saine. Donc c'est ça sur lequel j'essaie de donner des repères particulièrement. Et comment on fait si on a en tant que parent, si on a un enfant, qu'on découvre, notre enfant qui a justement, on rentre chez soi et puis là, on voit notre enfant, sur l'ordinateur en train de regarder du porno, enfin, comment on agit en tant que parent justement? Alors, l'enjeu, ça va être et c'est difficile parce qu'on peut être choqué, déjà soi-même en tant que parent Ouais. de voir que son enfant regarde des trucs comme ça. Garder toujours comme principe que l'enfant est victime de l'industrie pornographique et que en tant qu'adulte, on est responsable de ce qu'il voit et de ce qu'il ne voit pas. Donc il y a quand même une part donc vraiment éviter d'être dans l'accusation et de dire, «Ah! C'est horrible, tu vu du porno». Dire: «Écoute, là, je suis pas sûre que ce soit exactement ce que tu es censé voir. Je vais couper et je suis désolée parce que vraiment tu as vu des images qui ne sont pas bonnes pour les personnes». Bon, moi, je dis bonnes pour les personnes de manière générale parce que pour moi, la pornographie est un mal en soi. Mais beaucoup disent aussi, bah, c'est pas pour les enfants. Ouais. Bon, ils vont te dire du coup toutes les objections, c'est pas pour les adultes non plus, mais bon, c'est pas grave et être capable de mettre une limite, tu vois? Et de dire: «En fait, c'est un mal». Pourquoi? Parce que ça montre l'intimité. L'intimité, c'est vraiment le lieu où on s'aime, c'est le lieu, bah, des parents, par exemple, c'est pour les adultes. C'est redonner ce cadre Mmh. qui fait que, on donne aussi des repères. Et puis rappeler aussi qu'il y a des émotions, en fait. L'enfant ressent certaines sensations, même physiques, mais des émotions. Il peut être dégoûté, il peut être choqué, il peut être, tu vois? J'ai des élèves qui m'ont déjà dit: «Madame, j'arrivais plus à bouger». Et tu vois, dans les violences sexuelles, on entend ça. Ouais. Bah, c'est exactement la même chose. Un enfant, moi je parle de viol psychique, tu vois? Quand un enfant est confronté à du porno, bah, il est totalement, incapable de gérer ces images. Son cerveau n'est pas du tout mature et pour certains, à 9 ans, ils ont même pas fait leur puberté, tu vois? Et donc être capable de leur rappeler ça, de leur dire: «En fait, tu es victime, je suis désolée parce que tu aurais pas dû voir ces images-là, j'aurais dû protéger, j'aurais dû faire en sorte qu'il y ait un contrôle ou trouver». C'est déjà éviter que la culpabilité soit du côté de l'enfant. Bien sûr. Ça, c'est une première chose, donc les émotions aussi. Et puis je pense que la dernière chose, c'est de se dire: «Si mon enfant y repense, peut-être de temps en temps, si je m'aperçois que, je lui repose une question: «Tiens, mais, ça va? Est-ce que tu as ces images, elles reviennent dans ta tête ou pas? Ou ça va? C'est bon, c'est passé?» Bah, tu vois, si tu as un lien de confiance avec ton enfant, il saura peut-être se confier un petit peu plus si jamais il y a des conséquences. Et Parce que ensuite souvent l'enfant peut se braquer aussi, non? peut se braquer, peut éviter, va avoir beaucoup de honte et donc vraiment lui dire: «Écoute, je comprends, c'est hyper gênant, je suis désolée, vraiment c'est pas de ta faute», ça c'est l'essentiel et puis surtout, revenir de temps en temps sur le sujet, ne pas avoir peur de revenir. Pourquoi? Parce que parfois, bah, certains ne vont plus dormir, Ouais. certains vont y repenser pendant des cours de maths, ou des trucs, tu vois? Ils vont avoir des pensées un peu obsessionnelles et ça, il vaut mieux aller voir un professionnel si tu t'aperçois qu'il y a
OK. quelque chose. Tu vois, le cadre déjà des parents va déjà calmer les choses. Permet de ouais. La plupart du temps, les parents ne s'en aperçoivent pas, hein, je tiens quand même à le préciser parce que, bah, les enfants ont tellement honte, ils savent que c'est pas bon. Ils savent qu'il y a quelque chose qui est gênant, Oui, c'est un interdit en plus donc voilà, et donc ils oseront pas forcément en parler. Donc c'est pour ça que l'enjeu à la maison, à mon avis, c'est d'avoir cette simplicité, de se dire: le sujet de l'éducation sexuelle, c'est un sujet qui est beau, qui demande peut-être de se former un peu. Il y a plein de bouquins qui existent, qui peuvent être utiles pour se former soi en tant que parent. Et puis, les enfants ont soif de repères. Si c'est Mmh. pas vous en tant que parent qui leur donnez, bah, en fait, Ça c'est sur le porno, c'est sur internet qu'ils vont trouver ces repères ou leurs copains, et je suis pas sûre que ce soit toujours la meilleure des idées, tu vois? non, ce serait pas peut-être, pas forcément mieux. Les livres, est-ce que tu en as 3 justement à Alors, quelques-uns pour, je pense que sur les questions, en fait, l'usage crucial à ne pas louper, et vraiment j'invite tous les parents à faire attention à cette période, c'est la question de la puberté. Parce que à ce moment-là, on va pouvoir transmettre déjà beaucoup de repères Mmh. très positifs. Bien sûr qu'avant, tu peux parler du corps, il y a pas encore, Bien sûr. bien sûr. Et en fait, la puberté, c'est vraiment cette étape où tu deviens capable d'être papa ou maman. Tu vois, c'est pas forcément pour tout de suite, tu vois, mais c'est énorme en fait. Bien sûr. Eh bien, c'est à ce moment-là où tu peux montrer aussi cette puissance du corps, cette ouverture que le corps peut avoir vis-à-vis des enfants, même si c'est pas pour tout de suite. Et en fait, cette capacité à montrer un certain émerveillement face au changement du corps, face à cette adolescence vers l'âge adulte, etc., va aider déjà l'enfant à accepter son corps tel Mmh. qu'il est, et puis va l'aider à prendre conscience de sa valeur intrinsèque, profonde, qui fait qu'on ne fait pas n'importe quoi avec ton corps. Voilà. Et tu vois, moi je dis beaucoup, mon corps c'est moi. Je dis pas mon corps m'appartient. Ça, c'est la phrase très allemande depuis des années. Elle est très connue cette phrase, Elle ouais. est très connue, mais pour moi, mon corps m'appartient, c'est mon corps m'appartient, donc je l'habille. C'est très dissocié en fait. Je l'habille, je le nourris, il a des relations sexuelles. Mais en fait, non, non. Si tu tapes ton pied contre la table, C'est ton corps donc tu vas c'est toi. dire j'ai mal, tu vas pas dire mon pied a mal. Et tu vois, souvent je réexplique ça parce que ça permet aussi de comprendre pourquoi il y a un vrai enjeu de choix, Mmh. de liberté et de respect de soi qui est immense, déjà au quotidien. Et donc tout cet apprentissage de la puberté, en fait, il va être au service de cette conscience, de cette conscientisation même, de la valeur intrinsèque qu'une personne a. Et puis dans cet accompagnement justement de la découverte, du corps, de ses pulsions, du désir amoureux, et cetera, et de dire: «Waouh, c'est génial en fait». Et justement parce que c'est génial, eh bien, il y a des petites règles qui te permettent de vivre le meilleur dans ta sexualité et ou dans ton couple. OK. Si on reparle un petit peu des zones grises, du consentement et cetera, Ouais. est-ce que tu peux rappeler ce que c'est le consentement justement? Alors pour moi, le consentement, c'est un espèce de nouveau mot qu'on m'a mis en place OK. pour remplacer le mot choisir, la capacité à choisir. Consentement, tu peux dire oui ou dire non. Ouais. Et choisir, c'est ça. Pour moi, c'est la capacité à dire oui ou à dire non et de prendre le meilleur choix, c'est-à-dire ce qui va vraiment correspondre à ce que je suis pour, bah, ensuite, bah, bénéficier des conséquences. Et en fait, on s'aperçoit que pour donner son consentement, on a besoin d'avoir confiance en soi. Si tu as pas confiance en toi, ça va être compliqué d'oser dire, Totalement. oui, non à quelque chose. Et ensuite, au-delà des situations, on va dire, de violence, hein, où là, il peut y avoir du Oui, physique, là et cetera. on parle pas Voilà, de là, on violence, parle de manière globale, bien voilà. sûr. Mais donc, ça nécessite de la confiance en soi. Pour avoir de la confiance en soi, il faut de l'estime de soi. Ouais. Plus j'ai conscience de ma valeur, plus je vais oser me lancer dans des projets, et cetera. Et pour avoir de l'estime de soi, conscience de sa valeur, il faut que je sache qui je suis. Bien Et tu sûr. vois, bah, ça, c'est ce que j'explique dans mon livre, Révolutionner sa vie affective, tu On vois? mettra le lien Bases, après de ton voilà. livre justement. Mais tu vois, c'est vraiment ces bases-là Ouais. qui font en sorte qu'à la fin, tu es construit, tu sais ce que tu es, tu Oui, sais ce que tu vaux, et donc tu peux agir tranquillement. bien sûr. Et donc, dans ce cadre-là, tu vas être capable d'avoir une sexualité un peu plus en correspondance avec ce que tu es. Et toute la difficulté, c'est que moi, je le vois auprès des jeunes que je rencontre, tu vois, notamment, mais aussi des adultes, c'est que connaissance de soi très pauvre, Ouais. vocabulaire émotionnel, connaissance de sa valeur très pauvre, Mmh. voire inexistante. Et leur confiance en soi, du coup, c'est un peu illusoire, tu vois, c'est un peu sur le côté apparence. J'ai l'air super à l'aise, tout va bien, etc. Si tu creuses 2 secondes derrière, Non, c'est pas c'est difficile. Et à l'âge adolescent, c'est normal, donc tu vois, d'où l'enjeu d'accompagner et d'éduquer. Mais à l'âge adulte, il y a un moment, ces bases, elles doivent être apprises. Donc, tout vraiment, cette question de l'accompagnement, de la construction personnelle et du consentement, elles sont vraiment en lien avec ta personne. Et donc, tant que tu auras pas travaillé sur cette personne pour savoir qui tu es et qu'est-ce que tu as d'unique, bah, ce sera compliqué de donner ton consentement, mais aussi bien dans la sexualité que partout ailleurs, hein, oui, oui. et cetera, tu vois? Comment c'est genre pour enfin, tout simplement dans une relation sexuelle, si ça nous fait plaisir ou si ça fait plaisir justement, à l'autre?
Et comment, enfin, vraiment, quelles sont la limite? Parce que la frontière, je suppose, est quand même très fine. Ouais. C'est peut-être en lien aussi avec le consentement, avec, comment on se connaît soi, mais Ouais. comment on arrive vraiment à identifier quels sont les signaux un peu, Alors, je pense qu'il y a déjà en amont, savoir ce que tu veux dans ton intimité, dans ta sexualité. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui te correspondent, que tu peux avoir compris, juste même rationnellement, tu vois, juste te dire, bah tiens, il y a certaines pratiques que j'aime, d'autres que j'ai pas envie d'expérimenter, tu vois. Avoir un peu ce cadre clair. Ça peut paraître bête, mais parce que du coup, si tu es au clair là-dessus, le jour où on te propose certaines pratiques, bah, tu sais un peu comment dire oui ou dire non. bien Tu sûr? sais à quoi ça correspond dans ton système aussi bien moral que de désir, et cetera. Donc ça, c'est une première chose. Donc vaut mieux éviter, tu vois? Là, on est dans la prévention, tu vois? On est vraiment dans la partie, prévention éducation. Après, sur le coup, il faut savoir que, c'est très difficile de dire oui ou de dire non quand on n'est pas en confiance vraiment très profonde avec la personne avec qui on a cette intimité. Et donc c'est pour ça que ça peut paraître, parfois un peu désuet, tu vois, de parler de ça, mais le lien qu'on a avec la personne, le cœur à cœur qu'on peut avoir avec la personne, va donner une couleur et une intensité et une manière de vivre son intimité qui va être radicalement différente selon, bah, justement, si on est très en lien avec l'autre ou pas. Si c'est un plan cul, ça donnera pas du tout le même, Ouais, la même ouais. satisfaction sexuelle. Et tu vois, moi, ce que je vois aussi dans mon cabinet, c'est que je vois la multiplication des partenaires n'aboutit pas forcément à une satisfaction sexuelle. Parce que ce qui va aussi amener à la satisfaction, c'est qu'on apprend à se connaître l'un et l'autre. Bien ça, c'est aussi l'expérimentation de plusieurs fois avec la même personne. Tu t'aperçois qu'il y a des choses qui vont lui plaire, d'autres ça va s'affiner. Et donc, je pense que aussi dans cette zone grise, tu vois, du consentement où parfois on ne sait pas trop, cette qualité relationnelle fait que on va être dans une logique de consentement, on va essayer de prendre soin de l'autre et Mmh. réciproquement, et on va faire en sorte d'écouter aussi l'autre dans ses besoins, dans ses attentes, pas forcément exprimés tout le temps d'ailleurs, mais il y a des choses, on va avoir cette finesse d'attention qui nous permet de vivre au mieux. Après, c'est sûr que s'il y a pas cette qualité relationnelle, ça va être plus compliqué et tu vas devoir parfois imposer, dire: «Bah, non, oui, non, oui». Enfin, tu vois? Tu peux avoir le sentiment d'être un peu, la méchante si tu dis non ou mais tu vois, le contexte pour moi est pas idéal pour vivre son intimité, tu vois? Oui, c'est Après des choses, chacun fait ce qu'il veut, mais bon, c'est vrai voilà, que et il y a des choses qui vont t'aider à faut être en ouais, conscience, tout simplement exactement. que si c'est un plan cul, bah, ça sera pas forcément aussi, Ça peut être aussi très facile. épanouissant, Ça peut mais être très épanouissant, bien sûr, mais ce sera pas aussi, peut-être fluide de pouvoir, faire part de ses choix et cetera et que la personne prenne conscience justement de ce que toi tu désires réellement, ouais, et je mmh. pense qu'une chose aussi qu'on a oubliée et que la pornographie aussi a influencé, mais pas que, c'est qu'on a oublié que tout prend du temps et que la sexualité est Mmh. aussi un lieu où le temps est nécessaire. Et tu vois, le temps, sur le long terme, c'est-à-dire, de faire en sorte d'apprendre à se connaître réciproquement, et cetera. Mais le temps aussi de la sensualité, du temps de se toucher, le temps tout va trop vite dans notre société, mais c'est pareil dans la sexualité, en fait. Ouais. Et donc on se retrouve avec des gens qui ne savent pas goûter l'instant présent dans leur intimité en se disant: «Bah, tiens, en fait, là, c'est génial, je suis avec l'autre». C'est sûr que si tu avec n'importe quel mec ou fille, bon, bah, tu peux te dire: «C'est cool le moment» de manière globale, mais en fait, quand tu as un lien émotionnel avec l'autre, bah, en fait, c'est comme si le plaisir était démultiplié parce que Mmh. c'est toute ta personne qui est prise en compte. Bien sûr. Ton intelligence est OK, ton cœur est OK et ton corps aussi. Bon, bah, génial, go. Ouais. S'il manque le cœur ou la tête ou si tu es un peu en contradiction, forcément l'épanouissement sexuel va être un peu, Mmh. différent. Je Je vais pas dire nul, mais différent. totalement différent. Ouais. On va passer à la dernière partie justement de ce podcast. On a entendu beaucoup de choses sur, en France, les sites porno qui fermaient, donc je sais plus exactement lesquels c'était. Je crois qu'il y avait, Il y avait Pornhub. Pornhub et un autre, mais En fait, je c'est sais Hello, OK, qui est la maison mère, on va dire, de plusieurs sites d'accord. différents, XMST, et cetera, qui est Et du coup, alors de un, pourquoi ça a été fermé? mmh. Et de 2, pourquoi après ça a été réouvert? Alors, Enfin, quelles sont vraiment les chaque réelles décision. décisions? Ouais. Alors, 1re chose déjà, l'Arcom, donc qui est un peu la police, du numérique, a fait depuis un certain temps maintenant des procédures contre les sites pornographiques parce qu'ils donnaient accès au porno. Aux jeunes, aux mineurs, et que ça, la loi est très claire normalement là-dessus. Sauf qu'elle a jamais été appliquée cette loi et qu'il fallait cocher pour certains sites, si ça existait, une petite case marquée: «J'ai plus de 18 ans». Bon, Et comme les sites d'alcool, au final, en fait, voilà, tout ça le monde sert à doit rien du payer, tout, et tout ouais. le monde s'en apercevait. 17 des consommateurs de Pornhub, enfin les gens qui vont sur Pornhub sont des mineurs, hein, donc voilà, les stats sont quand même assez très clairs. Donc il y a un business. Ouais. Donc ces sites n'ont aucun intérêt à perdre les mineurs. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait traîner beaucoup de temps, toutes ces procédures, qu'ils font des appels sur leur jugement, enfin tout. Ils font tout durer. Donc ça, c'est une première chose. Là, l'Arcom avait réussi, donc il y a eu un jugement pour début juin qui faisait que si les sites,
n'avait pas mis en place cette double vérification de l'identité de la personne, qui consommait du porno, qui allait sur ce site, et bien, le site devait fermer. Gros coup de tonnerre, gros coup de com'. La maison mère Hello a fait en sorte de «s'auto-censurer» entre guillemets pour protester contre cette démarche, parce qu'ils savaient très bien qu'ils avaient rien fait pour protéger les mineurs. Bien sûr. Donc c'était intéressant parce que du coup, tout le monde a parlé de ce truc. Ça a fait paniquer, il y a eu un pic de 800 000, je crois que c'est plus de 1000 de téléchargement de VPN. Ouais, limite à faire bugger Voilà, à faire bugger leur le site. système et cetera. Donc il y a eu vraiment une explosion des demandes de VPN. Mmh. Mais en fait, l'enjeu d'abord premier de ces lois qui essaient d'être mises en place et surtout appliquées, c'est de protéger les mineurs de cette première confrontation qui, dans plus de 70 des cas, est totalement involontaire. C'est-à-dire, ils sont tombés sur des sites, il y a des pop-up qui sont sortis, sur des sites de streaming de films, ils sont tombés sur des trucs, c'était absolument pas Ouais, c'est accessible comme ça. Ah mais c'est vraiment dramatique et dans les jeux vidéo aussi, enfin, il y a beaucoup de choses aussi où tu as des liens qui se font, en ligne notamment, où ils sont confrontés à ces images et ou des liens vers OnlyFans, Garmin, Dev, tous ces sites, aussi, de pornographie, on va dire, prostitutionnelle, avérée et voilà, un peu différente. Donc ça, c'est à mon avis, à comprendre, c'est que Hello n'a aucun intérêt à mettre des filtres pour ces mineurs parce que c'est une partie de leur business. Ils ont tout intérêt d'ailleurs à récupérer aussi les femmes, hein, ça je le dis très souvent. Pour l'instant, c'est les hommes qui sont le plus représentés. On parle de 3/4 d'hommes et de 1/4 de femmes, dans la proportion de OK. consommateurs sur Pornhub, par exemple. La Les femmes sont encore ultra représentées. Elles sont consommatrices de plus en plus. La presse féminine parle beaucoup, notamment de la masturbation et du coup, du support de la masturbation qu'est la pornographie. Et ce qui va être très intéressant, c'est qu'en fait, il y a un enjeu de business. Donc c'est pour ça qu'il y en a certains qui ont parlé de pornographie éthique, de pornographie dite féministe. En fait, Ah oui, ça existe, OK. voilà, Ça me va. c'est toujours et on a toujours les mêmes figures, donc Nikita Bellucci qui va t'en parler, qui va te Mmh. dire: «Il faut protéger les enfants, mais il faut produire du porno». Bah, ouais, mais en fait, on est toujours dans l'exhibition de l'intimité de gens, pour normer, dans ton intimité, Et à côté de ça, est-ce que la France aurait vraiment un réel, besoin justement? OK, ils ont envie de protéger les mineurs, mais à côté de ça, enfin, ça apporte quand même énormément, énormément d'argent, justement à notre pays parce que, enfin, on est le sinon troisième pays producteur OK. et consommateur de pédopornographie et deuxième pays représenté sur, donc c'est 7 millions, de consommateurs sur Pornhub qui sont français. Waouh! Donc tu vois, 7 millions, on est 67 millions, un truc comme ça. Voilà. Bon bah, Oui, donc vous êtes pas de gens qui consomment tous les jours du porno. ouais, ils ont pas du tout intérêt à arrêter non plus, ces sites-là, dans Donc tous c'est les pour cas. ça qu'ils ont remis. Ils ont trouvé il y a eu un référé liberté qui a fait en sorte que la justice, la cour d'appel a pris mais en fait, tout le monde se renvoie les responsabilités, hein. Ça, faut vraiment se rendre compte. C'est Oui, sur tous les la sujets législation. valables, voilà, mais sur le porno particulièrement, encore une fois aussi et moi je l'avais dit, hein, mais je crois que ça date de 2020, j'avais fait cette intervention au Parlement européen où j'avais dit et j'avais terminé ma sensibilisation sur cet impact du porno chez les jeunes Mmh. en disant aux députés, en fait, parmi vous, majoritairement des hommes, parmi vous, il y en a qui consomment du porno. Donc je sais, c'est difficile de prendre une loi qui va vous bloquer, qui va vous empêcher, qui va rendre plus complexe le fait d'en consommer. Mais en fait, là, premièrement, c'est un enjeu de protection des mineurs. Ouais. Et on a toujours opposé la protection des mineurs et la liberté des adultes à consommer du porno tranquillement, quoi. OK, dingue. Et si on parle des sites un petit peu OnlyFans aussi et cetera, justement, il y a eu pas mal d'articles qui sont sortis dernièrement, je crois, sur, cette prostitution et puis même on le voit, il y a eu une énorme tendance des influenceurs qui montraient, leurs fesses aussi sur Instagram et cetera. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Est-ce que tu penses que c'est encore pire que En fait, c'est la suite logique de cette banalisation du porno, c'est la suite logique de ces nudes. On accepte de montrer ses photos à son copain et ben, en fait, pourquoi pas les vendre et gagner du cash avec? Enfin, c'est vraiment, c'est une forme d'auto-prostitution, où on invite plus à la liberté individuelle de s'autoproduire sur les sites. Sur Insta, il y a des jeunes femmes qui font la promotion de leurs services sur Mime ou OnlyFans, tu vois? ouais, Donc elles vont pas forcément te mettre du porno et d'ailleurs le mot qui est utilisé, c'est Scrabble, tu vois? Et donc moi, je vois de plus en plus, il y a des nouvelles manières d'essayer d'attraper les gens pour que ces femmes ou ces hommes gagnent de l'argent et c'est de l'argent facile en plus. c'est de l'argent facile et c'est ça qui est terrible. C'est qu'en fait, ça joue aussi sur, les aspirations profondes des personnes à, gagner sa vie, à vouloir réussir dans la vie, à vouloir être aimé et en fait, le drame, c'est que tu es pas aimé quand tu regardes du porno.
Ouais. Enfin, quand tu es dans le porno et que on te masse, Je tu juste un objet sexuel bien sûr. et c'est ça qui est horrible et que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, cette objectivation est vraiment une déshumanisation et ça, c'est pour moi le point à garder en tête, c'est que quand on regarde une personne juste pour sa partie sexuelle, pour son côté sexy et excitant, on n'a rien compris et sur la sexualité de manière globale, mais sur ce que c'est qu'une personne et ce qu'elle mérite comme respect. Ouais. Donc c'est pour moi, c'est tout cet enjeu d'éducation aussi au sens large de la société, c'est de rappeler que la sexualité, c'est le lieu où la personne est prise en compte dans toutes ses dimensions. C'est presque le seul d'ailleurs, parce que tu Bien sûr. donnes pas ton corps a priori tout le monde. Donc tu vois, c'est vraiment cette et c'est ça qui en fait la beauté d'ailleurs. Et c'est pour ça que quand tu choisis avec une personne de vivre cette intimité, bah, ça donne tout le prix aussi à ce moment d'intimité. C'est pas juste, bon, bah, on a du plaisir sexuel. C'est super, c'est génial, c'est top, mais c'est pas que ça et ça peut être tellement plus puissant. Tu vois, mon patient d'hier, qui vient d'arriver dans mon cabinet, il se rend compte de l'impact du porno dans sa vie et dans sa sexualité et il voit maintenant qu'il a pas consommé depuis 31 jours, tu vois? Il compte les jours, bon, ça commence à évoluer et bien, il voyait, il dit: «Mais c'est tellement plus puissant dans l'intimité, c'est tellement plus connecté, c'est tellement plus émotionnellement incroyable» qu'il y a une part de deuil à faire même de cette période de sa vie qui a été pourrie par la pornographie. Bien sûr. Est-ce que tu as un dernier message à faire passer, à nos auditeurs, que ce soit un message de prévention, de sensibilisation? Je pense que oser parler d'intimité avec votre conjoint ou avec vos enfants, parce que c'est des sujets qui sont canons et si vous n'avez pas conscience que c'est des sujets canons parce que vous avez été blessé ou parce qu'on ne vous a jamais éduqué là-dessus, renseignez-vous, demandez de l'aide, n'attendez pas le dernier moment ou n'attendez pas que ce soit horrible pour demander de l'aide. À mon avis, c'est ça le meilleur message. OK. Merci beaucoup Anne-Sixtine. Merci pour ton invitation.